Voilà, alors on m'excusera de démarrer avec un point d'égo histoire et même, pire que tout, de motocité. Mais vous allez voir que la mise à distance va venir vite, puisque effectivement ça fait déjà une douzaine d'années, d'ailleurs c'est ce qui m'a permis d'arriver au Québec, j'avais commencé à travailler sur la question de la Bohème. Et voilà où j'en étais arrivé à peu près un an après le début de mes recherches sur la question. Je vous rassure, j'ai fait d'autres trucs depuis, mais je suis revenu à cette question il y a quelques années. Alors je disais ceci, il y a chaque fois qu'on s'intéresse à la représentation de la bohème artistico-littéraire, une baudruche à dégonfler parce qu'elle tend souvent à se regonfler. La bohème est une fiction de l'histoire littéraire, chronologiquement indéfinissable, sociologiquement confuse, littérairement indécidable. La bohème forme une catégorie fourre-tout, une construction à toutes fins utiles. Alors vous aurez repéré la frustration dans le propos, et cette frustration est restée longtemps présente, dû à la difficulté que j'éprouvais et qu'il me semble que les autres ont éprouvé avant moi, tous ceux qui ont essayé de réfléchir à ce problème, à la définition même de cet objet, de ce phénomène. Alors je ne vais pas proposer de sortie révolutionnaire sur le sujet aujourd'hui, mais je vais au moins essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai été aussi perplexe. Et alors, effectivement, une dizaine d'années plus tard, pour traiter de cela, je vais me servir, non pas comme j'en ai l'habitude, d'exemples tirés du 19e siècle français, mais au contraire de cet objet-ci. Alors, j'ai fait un PowerPoint comme je les aime, c'est parfaitement minimal. Voilà, vous avez deux images, regardez, je les passerai une fois de temps en temps, question de ne pas s'ennuyer. Et donc, je vais me servir de cet objet-ci, ça s'appelle le Bohemian Manifesto, A Field Guide to Living on the Edge. Là, c'est la deuxième édition que vous avez, publiée en 2004 par une auteure, une autrice, comme il faudrait dire, qui s'appelle Lawrence Stover. Vous avez sa photo là, photo qui est évidemment tout à fait indicative, une photo de professionnel où on la voit avec un certain nombre d'objets. Je reviens dans un instant sur elle. On nous dit qu'elle est l'auteure de The Bombshell Manual of Style et qu'elle habite un 4e étage sans ascenseur dans Greenwich Village, qui dit évidemment tout. Quand on regarde un peu à l'intérieur, on voit qu'elle n'a pas travaillé seule. C'est pas marqué sur la couverture, mais dans les pages intérieures, c'est indiqué, puisqu'elle a travaillé avec deux autres auteurs et avec un illustrateur qui est indiqué là, qui s'appelle Isaac, dont on nous dit qu'il est né à Paris et qu'il illustre dans Vogue, etc. Alors, le travail d'équipe, donc, comme il convient, dans un ouvrage qui est conçu, au moins partiellement, sur le modèle de ce que j'appellerais le magazine à public genré, type Vanity Fair d'un côté ou GQ de l'autre. Vous allez voir qu'il y a toute une série d'éléments qui ramènent à ça. Alors, le titre, d'abord, donc Bohemian Manifesto, A Field Guide to Living on the Edge, un guide, donc, qui, non pas sur un groupe ou sur une population, mais sur une façon d'être, le living on the edge, un savoir-être et un style de vie. Puis on annonce donc un field guide, ce qui suppose une expérience de terrain, et effectivement l'auteur nous dit qu'elle est elle-même issue de la bohème, que ça vient de ses parents, et qu'elle reste bohème même si elle s'est embourgeoisée, autre élément tout à fait typique sur lequel je pourrais peut-être revenir. Et puis surimposition, évidemment étrange, de cet étrange manifesto dont on ne sait pas exactement s'il est ironique ou jusqu'où il est ironique, ou s'il assume, même pour des raisons commerciales, son caractère militant. Sur la couverture, vous voyez l'illustration où on a toute une série d'éléments parfaitement indicatifs, tabac, alcool, sociabilité, puisqu'on est ensemble au café, présence de livres, présence des poils, vous voyez, on est barbu, on doit l'être, vêtements excentriques, tout un faisceau de signes qui se mettent ensemble. Dans l'introduction, elle indique qu'elle s'est embourgeoisée, et puis elle va distinguer entre 5 sous-groupes à l'intérieur de la bohème. C'est une manie typologique qui s'impose généralement, c'est-à-dire le nouveau bohemian, indiqué comme ça, qui n'est pas exactement la même chose que le bobo, pour y revenir, le gypsy bohemian, le beat bohemian, le zen bohemian et le dandy bohemian. Je passe très vite sur des éléments qu'on retrouve dans le bouquin, mais ça vous donnera une idée. Donc chaque fois des chapitres très courts, l'un par exemple sur les noms et les pseudonymes. Alors ça va de Kiki de Montparnasse à Björk, de Bob Dylan à Balthus, etc. Des chapitres sur l'hygiène, sur les poils, sur les modes.
un gros chapitre sur les styles de vie où on retrouve des sections sur la fumée, la poussière, la lumière, la nudité, l'asile, la route, avec un driving manifesto que je vous conseille, un choix de voiture adopté pour être un vrai bohème. L'alcool, bien sûr, la cuisine, là aussi, il y a un dining manifesto. La maison, les animaux, l'amour, le rapport aux lettres. Et alors on retrouve une liste de ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire. Vous aurez Sade, Camus, Zola, Dostoïevski, Mishima, Virginia Woolf. Et puis enfin, presque enfin, 9 cas idéal typiques, donc des compositions fictives, des personnages qu'ils ont inventés et qui seraient particulièrement spécifiques aux différentes incarnations, aux différents avatars de la bohème, un musicien, une actrice, un sculpteur, un magicien et quelques autres. Et puis enfin, des miscellanées, si l'on peut dire, en bout de course, avec un horoscope et un quiz. Et donc on retrouve là, ici, concentré jusque dans ces modes d'énonciation, des ambivalences, un flou artistique qui entoure la bohème. Donc, je reviens à ma difficulté de définition. Dans le chapitre inaugural de ce livre-là, Defining Bohemia, on voit que les auteurs procèdent par une accumulation de phrases assertives ou négatives. La bohème, elle fait ceci, elle n'est pas cela. On la reconnaît à l'œil nu, elle est non conformiste, elle refuse l'autorité, le consumérisme, le travail salarié, la respectabilité, elle préfère l'expérience à la consommation, elle trouve son confort dans la création artistique, etc., etc. Mais pour autant, il n'y a pas de définition qui est proposée. Et effectivement, là je sors de mon cas d'aujourd'hui pour voir le problème de façon plus large, nous avons tous une idée, pour mieux dire une image, de ce que c'est que la bohème. Autrement dit, nous avons une image mentale de ce que c'est qu'un bohème, hein, puisqu'il y a cette homonymie entre l'individu et le phénomène. Je cite ici la meilleure étude, à mon sens, qui a été écrite dans le domaine universitaire sur le sujet, l'étude de Gerald Seigel, qui dit ceci, je cite, « Costume étrange, cheveux longs, existence au jour le jour, absence de domicile fixe, liberté sexuelle, enthousiasme politique extrémiste, penchant pour la boisson, pour la drogue, peu de goût pour le travail régulier, beaucoup pour la vie nocturne, et ça continue comme ça. De la même façon, nous représentons les lieux où se déploie l'existence du bohème. Quartier latin, plus tard Montmartre, plus tard Soho, et il y en a bien d'autres. Nous représentons les hommes et les femmes qui l'entourent, ces objets fétiches à la bohème, son devenir. De façon plus vague, nous avons aussi une idée de l'histoire de la bohème, c'est-à-dire la succession ordonnée d'occurrences, d'individus, de groupes, d'œuvres, d'événements, de lieux, que l'histoire littéraire et artistique a rattachés à la bohème, non seulement en France, pensez Nerval, Verlaine, le Chat Noir, Saint-Germain-des-Prés, mais aussi ailleurs, Londres, Madrid, Milan, Montréal, Munich et d'autres endroits. C'est pourquoi ceux qui ont tenté véritablement de définir la bohème ont procédé par énumération, soit de types sociaux, c'est ce qu'on retrouve dans le texte de Karl Marx, où il parle de cette masse confuse, décomposée, flottante que les Français appellent la bohème, et il énumère ensuite des vagabonds, des soldats licenciés, des forçats sortis du bagne, des galériens en rupture de banc, des filous, des charlatans, etc. Soit, autre possibilité, on va énumérer des caractéristiques remarquables. C'est ce que fait Murger dans la préface des scènes de la vie de Bohème, lancer la mode, et dans toute une série d'écrits physiologiques qui ont travaillé, qui ont parlé de cela. Donc on va énumérer un certain nombre de caractéristiques, c'est encore ce qu'on retrouve dans le manifesto. Alors, pourquoi est-ce que cette définition est aussi difficile ? Il y a au moins un élément, une piste d'explication dont je veux parler ici, qui est une des difficultés majeures, c'est pas la seule, mais une des difficultés majeures, c'est de parvenir à déterminer ce que c'est qu'un bohème, c'est-à-dire l'incarnation de cette représentation collective. Or, la bohème est marquée, et même si on se limite à la France du XIXe siècle, c'est déjà le cas, par une très forte hétérogénéité de la population qu'on a définie comme étant appartenant à la bohème. Je passe là-dessus, mais il suffit de se rendre compte à quel point le fait d'être pauvre, par exemple, n'est pas une condition suffisante. Hein. Il y a depuis toujours une des bohèmes considérée comme la bohème dorée, qui, elle, n'a pas des problèmes d'argent, mais qui y appartient, ou en relève par d'autres biais. D'où la tentative ou la tentation de passer par un certain nombre de
concepts. Moi, c'est quelque chose avec lequel je travaille en général, et donc j'ai essayé de voir, je vais passer très vite là-dessus, mais quels sont les concepts qui ont été utilisés pour traiter de la bohème, et quels sont leurs apports et leurs défauts respectifs. Il me semble qu'il y a 3 ensembles. Il y a un premier ensemble de concepts qui insiste sur la dimension collective de la bohème. Et par tropisme personnel, c'est d'abord vers là que j'ai été. Deuxième ensemble, ceux qui insistent sur l'adhésion individuelle à un modèle. Puis troisième ensemble, ceux qui insistent sur la dimension, mettons, idéologique du phénomène. Alors, le premier, on peut mettre dans ce premier ensemble toute une série de concepts importants, communauté, groupe social, réseau, milieu. Et effectivement, la vie de bohème suppose, c'est une évidence, une forme de collectif. Avec la bohème vient un certain nombre de quartiers, des lieux fréquentés par une pluralité d'individus, les cafés, les ateliers et d'autres. Ça s'exprime aussi par des groupes qui sont plus constitués ou plus ou moins informels. Cependant, la cohésion groupale est faible entre ces individus catégorisés comme bohèmes. D'ailleurs, dans l'éventail des formes collectives qui réunissent des artistes, la bohème tend vers les formes les moins institutionnalisées, comme les cafés, les dîners. On retrouve très peu les cénacles, par exemple, associés à cela, et encore moins, bien sûr, les formes les plus institutionnalisées, type association, société d'artistes, etc. Ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, peut-être, est le concept de milieu, où il peut y avoir croisement de personnes issues de groupes sociaux très différents. Pourquoi pas le concept de réseau social, composé d'un certain nombre de micro-réseaux changeants, mais sans entrer dans les détails, vous le voyez, cette approche externaliste bute sur un certain nombre de choses, dont l'hétérogénéité sociale des individus, et puis aussi l'assignation d'une identité collective qui aurait une quelconque stabilité. Deuxième ensemble, qui donc insiste sur l'adhésion individuelle à un modèle. Là-dedans prendrait place un certain nombre de concepts qui voisinent, comme ceux de mythe, de style, on a parlé de socio-style même, de scénario octorial, de paratopie, d'éthos, de posture. Je ne les distingue pas ici, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sinon, pour reconnaître que celui par lequel j'ai commencé à l'époque, donc il y a une douzaine d'années, était celui de posture. On en a déjà dit un mot aujourd'hui, un concept dont la sociologie de la littérature s'est nourrie jusqu'au ballonnement pendant quelques années, et par lequel j'étais passé, ce qui m'a permis de comprendre par la suite à quel point ça pouvait poser des difficultés. D'abord, l'avantage de tout cet ensemble de concepts-là, c'est de faire jouer le réel et l'imaginaire. Le désavantage, ou la série de désavantages corrélés, c'est qu'ils se confrontent tous, me semble-t-il, au paradoxe relevé par Nathalie Heinisch, précisément à propos de la bohème, c'est-à-dire comment être ensemble, comment faire groupe quand on est singulier. Comment le besoin de se singulariser, et appartenir à la bohème, c'est se singulariser, s'exprime-t-il par l'adhésion, non pas à un groupe social particulier, mais à une façon d'être, à un récit premier, à un modèle structurant. Comment la contagion entre les pratiques singulières s'opère-t-elle pour faire émerger un certain nombre de scénarios. La troisième approche, quasiment absente du côté francophone, mais tout à fait dominante du côté anglophone et germanophone, les deux autres principaux pourvoyeurs d'analyse du phénomène de la bohème. Donc, cette troisième approche ne perçoit pas du tout les choses dans le sens de regarder un lieu et un temps, mais au contraire, prend la bohème comme un phénomène valable en tout temps et en tout lieu, se limite pas d'ailleurs à une population d'écrivains et d'artistes, mais au contraire privilégie, si vous voulez, la dimension sociale du phénomène sur sa dimension esthétique. C'est une approche de type idéologique, souvent eu recours au concept de contre-culture pour parler de la bohème, comprise comme un modèle de résistance au sein même de la société bourgeoise, donc de résistance non organisée contre l'ordre bourgeois. César Grania, Harold Sagel et d'autres vont tout à fait dans ce sens-là. Et à bien y regarder, l'assertion qu'on retrouve dans le bouquin de Stover, donc le Bohemian Manifesto, où elle dit « Bohemianism is not a trend, it's a timeless movement, a way of life both fleeting and enduring that reappears every now and then as a backlash against our bourgeois, mass-market, easy-access culture. » On retrouve là à la fois movement, way of life, backlash, etc. Toutes ces traditions, si vous voulez,
Le bouquin, je n'ai pas à dire, est extrêmement érudit, quelle que soit sa forme, il est tout à fait érudit, et donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve là, un peu mêlé, ces différentes traditions conceptuelles, si l'on veut, traditions d'approche du phénomène. D'où ma question, il me reste 5 minutes pour la traiter, le concept d'imaginaire social peut-il alors embrasser la réalité multiforme de la bohème? Il y a, premier type de considération, il y a l'arrivée sur le marché, que ce soit à Paris vers 1850, à New York, à Buenos Aires ou à Londres peu après, l'arrivée de jeunes artistes et de jeunes hommes de lettres, en général pauvres, peu ou non soutenus financièrement par leur famille, aux habitudes de vie jugées non conformes. Partout où elle a poussé, la bohème a connu un certain nombre de traits communs. Concentration dans un espace géographique borné, perméabilité du milieu ainsi formé, forte socialisation dans des formes de sociabilité, je le disais, peu contraignantes, opposition affichée à l'ordre social établi, marginalité sociale, etc. Et aussi pratique d'ostentation sociale et de théâtralisation de l'existence. Mais ces traits communs, même concaténés, ne permettent pas de délimiter une population. Il y a aussi, deuxième aspect, grâce à l'impulsion successive d'un certain nombre de grands succès, pensez d'abord au roman et à la pièce de Murger, les scènes de la vie de Bohème, puis à l'opéra de Puccini, puis à la chanson d'Aznavour et d'autres, il y a, au-delà de ces quelques grands succès, une multitude de textes, d'images, de musique, une autre histoire, qui croise constamment l'histoire des individus et des groupes historiques qui lui ont été associés. C'est l'histoire des représentations de la bohème qui ont peuplé tous ces lieux, toutes ces productions sémiotiques depuis les 2 derniers tiers du XIXe siècle. Et par ailleurs, on pourrait voir une grande stabilité de cet ensemble de représentations. C'est une question à poser. Mon point principal est celui-ci. C'est qu'il n'y a pas, comme Nathalie Hennig par exemple le disait, de primauté de l'imaginaire sur le social. Ici, Hennig parlait de la bohème comme mythe fondateur de statut, constructeur de vocation, créateur de réalité. Il n'y a pas non plus, inversement, de primauté des conditions sociologiques sur les conditions discursives, comme on retrouvait dans la tradition anglo-américaine. Il n'y a pas aller et retour entre le niveau du discursif, ou le niveau individuel et le niveau général. Non, non, non. Il y a une constante interaction et une interdépendance entre les deux. Sans individu à la fois pour incarner, pour l'écrire et pour la peindre, il n'y a pas d'imaginaire de la bohème. Et sans imaginaire auquel adhérer, bien sûr, pas d'adhésion possible. Deuxième proposition, cet imaginaire social de la bohème n'est pas du tout univoque ou unanime. Il y a des tensions. Comme tout ensemble de représentations, il est le lieu d'affrontement. Il comporte un imaginaire dominant, celui qui est issu des souvenirs romancés de Murger, mais on retrouve là, pour me maintenir au XIXe, des imaginaires concurrents de la bohème. Alors, soit la bohème désenchantée chez Champfleury, la bohème insurrectionnelle chez Vallès, la bohème fumiste chez Goudot dans Le Chat Noir, etc. Troisième idée, s'est produit un phénomène de naturalisation, tout au long de ces textes et de l'histoire de ces textes. Par glissement depuis la petite presse du XIXe siècle, où fiction et référence se mêlent allègrement, puis passage par les livres auto-ethnographiques, puis par les premiers livres d'histoire littéraire au début du XXe siècle, puis par un certain nombre d'ouvrages de grand public, puis retour à l'histoire littéraire, et un phénomène de naturalisation qui s'est produit. Des choses qui pouvaient relever du mélange entre la fiction et l'histoire sont devenues éléments d'histoire. De proche en proche, une histoire, une espèce d'ethnographie rétrospective, se sont écrites. La bohème offre ainsi l'un des plus remarquables exemples, c'est pas le seul, mais un remarquable exemple de tourniquet entre la fiction et la référence, entre les pratiques et les représentations, entre le réel et l'imaginaire. Cela doit être vrai, dit un personnage d'un roman autobiographique de Jules Vallès, cela doit être vrai parce que je l'ai lu dans Murger. Et il y a plus encore. Il faut être particulièrement attentif à un fait qui n'est pas spécifique au milieu de la bohème, mais qui l'a poussé, je crois, particulièrement loin. C'est-à-dire que la bohème est la principale pourvoyeuse des représentations dont elle est l'objet. La bohème est la principale industrie de fabrication de son propre imaginaire, et par glissement de sa propre histoire. Dans l'espace public du café, la bohème est en représentation constante. Dans l'espace privé, elle est encore dans la mise en scène de soi. Et elle parachève cette espèce d'exhibitionnisme constitutif dans les innombrables représentations visuelles ou littéraires d'elle-même.
relativement ironique selon les cas. Les individus sont labellisés bohèmes en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, mais aussi consécutivement en fonction des représentations qu'ils donnent et que leurs contemporains corroborent. La bohème est ainsi conçue du point de vue des imaginaires qu'elle déploie, de façon par auto- et par hétéro-représentation. Elle est ainsi indécidablement historique et textuelle. Je termine. Par l'étude de l'imaginaire réflexif de la bohème, c'était mon titre, on comprendra donc le relevé de constantes et de tendances dans un corpus de production sémiotique, je pourrais en donner des exemples, qui participent tous à la production d'un répertoire de situations, de personnages, de valeurs, de lieux récurrents, de styles, qui par combinaison produisent les imaginaires étudiés, ceci n'éliminant pas les tensions. Comment concrètement, alors, traiter de cet imaginaire réflexif sans risquer les insatisfactions en série que j'évoquais et dont j'ai été la victime consentante depuis un certain nombre d'années? Il s'agit d'abord de faire de nécessité vertu, c'est bien bohème, et de se doter d'une approche multifacette du phénomène, mobilisant une pluralité de disciplines. Histoire sociale des représentations, sociocritique des textes, analyse des discours, sémiotique des styles, sociologie des groupes et des réseaux sociaux, tout cela sollicité au besoin en cours d'étude. Ensuite, il s'agit, je crois, d'interroger prioritairement les médiations à travers lesquelles cette réalité est accessible. Différents types de médiation que je n'ai pas le temps de développer vraiment. Médiation institutionnelle, les groupes, les supports. Médiation des pratiques sociales des individus. Médiation discursive, figures, récits cadres, emprayeurs, régularité stylistique, etc. Médiation imaginaire, enfin, thèmes et motifs dans les représentations, pas seulement fictionnelles. Et donc, à défaut de pouvoir appréhender le phénomène de la bohème, et parce qu'il ne se laisse jamais tout à fait prendre, je crois, c'est l'étude des formes d'appréhension et de leurs effets que le phénomène de la bohème, je l'espère, pourra apparaître. Merci.